Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mediapart, bienvenue dans Maghreb Express. Aujourd'hui, nous allons enjamber la flaque où se reflète l'enfer, pour reprendre le titre de ce livre qui tient dans ma main. Il explore et il explose le tabou des violences sexuelles. Il dit le viol d'une petite fille de 9 ans, contrainte au silence, sur injonction impitoyable de la mère, la première figure d'attachement, la première figure de protection. Nous allons enjamber la flaque où se reflète l'enfer avec 2 femmes qui luttent contre les dominations masculines pour l'égalité entre les sexes. Bonjour à toutes les deux. Souad Labiz, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice de ce livre et vous êtes une écrivaine, une poétesse algérienne. Vous êtes également traductrice. Vous avez grandi en Algérie. Vous avez également vécu, avant de venir vous installer en Tunisie et aussi en Allemagne. Et puis en France, vous résidez aujourd'hui à Toulouse. Oui, tout à fait. Auristel Bonis, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête des éditions XE. Oui. Vous allez nous expliquer d'ailleurs pourquoi ces éditions s'appellent XE. Ce n'est pas pour rien. Vous êtes une petite maison d'édition indépendante spécialisée dans des ouvrages féministes. Je lis un petit extrait qui ouvre le livre. « Rien de grave n'est arrivé depuis que ma mère a hurlé. Mon récit balbutiant a buté contre l'écho de sa voix. Mes paroles se sont recroquevillées autour de leur noyau. D'autres, moins souples, ont implosé, semant un arbre à grenade dans les plis de la gorge. » Souad Labiz, racontez-nous ce qui s'est passé ce jour de 1974 dans une entrée d'immeuble à Alger. Alors, je vais juste dire quelque chose de très important par rapport à ce que vous venez de dire. Le texte commence avec un préambule. Et le préambule fait partie du texte et il est très important parce que le préambule dit la difficulté de parler de ça à l'oral. D'où la nécessité de l'écrire et d'où ce texte qui pourrait paraître tardif. Je l'ai écrit qu'à l'âge de 50 ans passés, je devais avoir 51 ans, soit 1 an avant MeToo. Je pourrais plus tard raconter pourquoi je l'ai écrit et à quel moment. Mais si j'essaye de répondre à votre question, je ne peux pas. Et ça, pour moi, ça me paraît absolument primordial, c'est de dire que je ne suis pas capable d'en parler à l'oral. Je vais le lire, ce préambule, oui, puisque vous en parlez, et effectivement, il est très important. L'évocation de l'épisode fondateur de mes prisons intérieures ne se fera pas sans la traversée des sanglots. Écrire ne me donnera pas la force de m'exprimer de pleine voix. Les mots inconnus de ce drame se sont fossilisés depuis une 40aine d'années. Voilà, ça c'est très important pour pouvoir justement être en connivence avec les lecteurs. Que le lecteur sache que c'est quelque chose qui m'est difficile à vocaliser, à dire à l'oral. Ce livre, je ne le voulais pas comme un témoignage. Je le voulais comme un travail sur, peut-être un témoignage sur la difficulté de dire. Et je le voulais aussi comme un travail littéraire. Pour moi, c'est très important parce qu'il a fallu passer par l'esthétique pour pouvoir en parler. En parler seulement, ça n'avait pas de... Comment dire, ça ne pouvait pas se justifier pour moi parce que je me suis dit, ça va être encore un témoignage. Quel serait l'intérêt d'un témoignage? L'intérêt de mon témoignage serait qu'il y ait un travail derrière qui le facilite, qui facilite l'écoute, ou en tout cas la lecture, pour appréhender ces confidences. C'est vraiment quelque chose qu'on chuchote et qu'on imagine qu'on imagine l'autrice dans cette difficulté, y compris de chuchoter. Ouais. Chuchoter quelque chose qui n'a pas été dite au moment où elle aurait pu l'être. Au moment où la mère est un personnage très important dans ce texte, parce que c'est par elle que le silence va arriver, c'est par elle que l'enfant va s'arrêter de parler. On va donner quelques précisions à ceux et celles qui nous écoutent. Nous sommes en 1974, un homme vous viole dans le hall d'un immeuble à Alger. Vous rentrez à la maison pour confier ce drame, cette douleur à votre mère et elle vous enjoint au silence, elle vous oblige au silence en disant non, rien ne s'est passé, c'est-à-dire qu'elle s'enfonce dans le déni et elle veut vous enfoncer avec elle là-dedans. C'est pas tout à fait ça. En fait, la mère, face à la parole de l'enfant, est elle-même terrifiée de ce qu'elle entend. Et c'est ce que je reprends à la fin du texte. Le texte est court. Pour moi, il est très important qu'il soit court,
court mais intense et dense surtout. Et à la fin du texte, je vais revenir à cette injonction de la mère. Donc l'injonction de la mère, moi je finis le texte en me posant des questions sur le silence des adultes. Mais pourquoi demande-t-il aux enfants ou aux victimes de ne pas parler de ça? Qu'est-ce qu'ils ont vécu eux-mêmes? Parce que si je pars de l'hypothèse, je ne le dis pas de cette façon-là, mais je pars de l'hypothèse qu'un adulte qui a vécu lui-même des choses dures n'est pas capable d'entendre ça. Et je sais que, par exemple, je ne le dis pas dans le texte, mais je suis terrifiée à l'idée d'être en présence d'un enfant qui vienne me raconter ça. Je me dis souvent, mais est-ce que je vais avoir la même réaction que ma mère pour lui dire mais qu'est-ce que tu faisais là? Mais pourquoi tu es partie avec lui? Mais pourquoi tu l'as suivi? Parce que c'est ça, ma mère étant la personne que je connais, c'est-à-dire quand même une féministe, une femme très forte de caractère, cette femme-là n'a pas été en mesure d'être l'adulte face à l'enfant qui lui disait « j'ai besoin que tu m'entendes et que tu me dises je n'y suis pour rien » parce que l'enfant n'imaginait pas. L'enfant savait, la petite fille savait qu'elle avait enfreint une règle, c'était de quitter la maison sans autorisation, c'était le moment où habituellement la mère faisait la sieste. Et elle savait qu'elle ne devait pas quitter la maison. L'enfant s'ennuyait, est sorti de la maison et donc s'ensuit un viol, et quand elle rentre pour raconter ça, elle sait qu'elle a fait une erreur, c'était de sortir. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la réaction soit aussi énorme de rejet, parce que, et c'est ce que le questionnement du texte, c'est, mais tous ces adultes qui n'ont pas été capables de réconforter et de réconforter l'enfant, hommes et femmes, mais qu'ont-ils vécu eux-mêmes de similaire pour ne pas être capables d'entendre la petite fille et de lui dire « c'est pas toi, tu es une victime ». Je propose qu'on lise à cet instant précis un extrait qui démarre à la page 17. Est-ce que vous êtes d'accord pour le lire, Souad? Oui. Le voici. Je n'oublie pas la fraîcheur du carrelage, la trace des larmes sur les tommettes bordeaux, vestige colonial qui sera, heureusement, recouvert d'un lino. Aujourd'hui, il me suffit d'apercevoir des tommettes pour penser à celles qui m'ont servi d'oreiller sous le lit où je me suis réfugiée. Je portais un short, vêtement d'intérieur quand on est une fille. J'avais 9 ans, l'indépendance en avait 3 de plus, l'âge du mariage de mes parents, qui ne se seraient pas rencontrés s'ils n'avaient participé ensemble à la libération du pays. L'indépendance et les histoires officielles de la Révolution étaient plus héroïques que nos vies de citoyens redevables aux martyrs. J'avais l'âge du coup d'État, officiellement appelé le redressement révolutionnaire. Ma mémoire répartit les souvenirs dans 2 armoires, une pour le dialecte algérien, l'autre pour le français. Dans chacune d'elles, une étagère bilingue où les termes connaissent leur traduction. Les mêmes souvenirs se déclinent dans les 2 langues qui jouent ensemble à saute-mouton, à l'exception d'un seul mot prononcé en français par ma mère pour raconter en ma présence ce que son idiote de fille a failli subir. J'ai cru qu'elle parlait de la couleur violet. Cette incompréhension entretenait la confusion dans mon esprit, accélérait mon rythme cardiaque dès que j'entendais prononcer ce mot épineux. Il a fallu ajouter à la violence subie dans mon corps de fillette l'ingrédient linguistique intrigant. La colère de ma mère m'a empêché de relater l'agression jusqu'au bout. Pourquoi violer? Je n'ai pas eu le temps de prononcer d'autres informations que homme et culotte. Mon traumatisme et la rage de ma mère allaient fusionner et former un drame couleur violet, un drame qui s'épanouissait dans mon mutisme. Pouvoir des mots maternels sur mon intimité et ma pudeur. Le violet ne figurera jamais dans ma garde-robe ni dans ma décoration. Mon frère daltonien cherchait parfois un vêtement. Où est ma chemise violet? Je m'empressais de retrouver la chemise d'une toute autre couleur. Ce mot
était la première clé de la trappe que j'avais camouflée avec un mensonge. L'entendre à la maison signifiait qu'on n'avait pas oublié. J'étais en sursis. Le viol et ses conséquences étaient moins graves que la réaction de ma mère. Je croyais en regagnant la maison que mon choc et ma peine étaient plus grandes que tout ce que j'avais connu. Or, la colère de ma mère allait les dépasser en puissance et en résonance. Merci Souad. Qu'est-ce qui a déclenché cette prise de parole écrite plus de 40 ans après l'événement, les événements, parce qu'il y a eu d'autres agressions, d'autres viols, d'autres tentatives? Alors, j'étais partie sur un projet d'écriture qui me semblait éminemment politique. Je voulais écrire toujours dans la fiction, passer par la littérature, donc passer par ce qui me motive le plus pour l'écriture, c'est la poésie, la prose. Je voulais écrire sur la famille côté maternel, en partant d'un événement que j'ai découvert à l'âge de 51 ans. J'ai toujours su que ma grand-mère maternelle était morte en couche dans les années 40 à Alger. Donc elle est morte parce que l'accouchement était difficile, elle avait accouché ou allait accoucher de jumeaux, et elle est morte et les jumeaux sont morts aussi. Et j'ai toujours entendu cette histoire-là, et à 51 ans, j'ai appris par une de mes tantes qui m'a posé la question avec un petit sourire, et je ne comprenais pas. Elle me disait, mais tu sais comment ta grand-mère est morte? Et je lui disais, oui, je sais, oui, je sais. Oui, c'était un accouchement, c'était qui s'est mal passé, c'était les années 40, c'était la misère en Algérie, l'Algérie colonisée. Oui, c'est ce que j'ai toujours entendu dire. Elle m'a dit, oui, d'accord, mais pourquoi elle a eu cet accouchement-là? Pourquoi ça s'est mal passé? Je dis, oui, c'est la misère, c'était l'Algérie des années 40. Elle m'a dit, non, ton grand-père l'a frappée, alors qu'elle était à 9 mois. Et là, j'ai été complètement perturbée. J'ai l'habitude d'entendre, toute ma vie j'ai entendu parler de violences et je les ai vécues, mais je les ai beaucoup vues. Et celles que j'ai vues peut-être m'ont plus impressionnée que celles que j'ai subies. Quand je les ai subies, j'essayais de me défendre. Mais quand je les ai vues dans les voisines, dans la rue, tout ce que j'ai pu voir dans ma vie entre l'Algérie et la Tunisie m'a beaucoup impressionnée. Mais entendre qu'au final, ce que je voulais raconter sur la relation très, très complexe à ma mère, d'un point de vue, je parle de l'affect, je me suis dit, et finalement, si cette grand-mère n'était pas morte de cette façon-là, peut-être que ma mère aurait été différente avec moi. Elle aurait été différente pour elle, pour sa propre vie de femme et de citoyenne et de militante pour l'indépendance de l'Algérie. Mais peut-être que moi, j'aurais eu droit à plus d'affection de la part de ma mère. Peut-être, je suis partie sur des hypothèses de ce type. Et ce qui est donc au départ un féminicide. Qui est au départ un féminicide, donc une violence que ma grand-mère maternelle... Alors, pourquoi ça m'a beaucoup touchée? Ça m'a beaucoup touchée parce que cette grand-mère, parce que mon grand-père a eu une première femme dont il a divorcé, une seconde femme dont il a eu une fille, ma tante aînée, qu'il a répudiée. Enfin, ils ont divorcé. Et puis, il y a eu cette grand-mère. Et puis, il y a eu une autre grand-mère, celle que j'ai connue comme étant ma grand-mère, qui est qui est la mère de mes tantes et oncles que je connais, qui sont plus jeunes que ma mère et cette moitié de fratrie. Pourquoi cette histoire m'a touchée? Parce que j'ai toujours su que cette femme était sa préférée. Et je me suis dit, pourquoi ce salaud qui aimait cette femme, pourquoi il la frappait? Et c'est ça qui m'a intéressée. Parce que j'ai vu la photo de cette grand-mère qui était effectivement très belle. C'était une maîtresse femme, elle était magnifique. C'est une photo où des années un peu, où on voit un peu la mode à la Louise Brooks. Donc ma grand-mère était vraiment magnifique. Elle était habillée à l'occidental et elle était à côté de son époux, mon grand-père maternel, et elle avait le bras sur son épaule. Et enfant, ça m'avait frappé qu'une femme soit dans cette posture, dans une photo en noir et blanc, parce que c'était une posture que je n'imaginais pas dans les années 70, quand j'ai vu cette photo en Algérie. Je ne voyais pas de femme posée avec son homme dans les années 40, c'est elle qui le... Et cette photo est magnifique, ils sont beaux tous les deux.
Et j'ai toujours entendu sa famille à elle, ses sœurs et frères, disant c'était une maîtresse femme, elle était belle. Et il disait à ma mère, plus tard, j'ai appris que mon grand-père disait que c'était sa femme préférée. Et je me suis dit, mais comment a-t-il pu frapper une femme, sa femme préférée, dont il était très sûrement, j'imagine, amoureux, comment a-t-il pu la frapper alors qu'elle était enceinte? Et c'est là-dessus que je voulais partir. Et je mets là-dessus de la musique que je voulais écouter pour démarrer le travail. Et j'écoute un texte que j'aime beaucoup, qui est une musique composée par Kamilia Gibran, la chanteuse palestinienne, et un texte écrit par un poète irakien qui dit, en substance, « Rien de grave n'est arrivé depuis ». Et là-dessus, je pars en sanglots, et je ne savais pas, je pensais que j'allais écrire sur ma grand-mère, et finalement j'ai parlé de cette violence, qui est la violence dont je peux parler sans fantasmer. Je veux dire, à la limite, la seule façon... Je ne voulais pas non plus que ce soit un témoignage, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire un témoignage, je n'en suis pas capable. C'est un témoignage dans ce sens que, effectivement, je raconte des faits, mais c'est comment je vais faire passer ces faits qui me semble primordial pour que des victimes ou des non-victimes soient à même de l'entendre sans être heurtés. On peut être touché, mais sans se dire « non, moi je ne peux pas écouter, je peux pas lire ça ». C'est très intéressant ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous allez écrire à contre-sanglots et vous arrêtez pas tant sur les faits que sur les conséquences en elles-mêmes. Auristel Bonis, vous êtes parmi nous, on a laissé Souad évoquer et nous inviter dans son intime, je pense que c'était important que ce soit elle qui parle tout de suite. Comment s'est passée la rencontre avec Souad? Comment en êtes-vous venu à éditer son livre, qui n'est donc pas un témoignage, mais plus un manifeste littéraire, j'aurais envie de dire, qui est donc édité en 2 langues. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est important. C'est-à-dire c'est un livre bilingue en arabe et en français. Alors, j'ai reçu le texte de Souad. On avait déjà un petit peu été en contact, à 2 ou 3 reprises. Bon, voilà. Les éditions X sont une maison d'édition féministe. La ligne éditoriale est féministe. Ensuite, on essaye, on a des textes de théorie, des essais, un petit peu de fiction, il y a quelques témoignages. Enfin, voilà, on pose des jalons dans un paysage dont je considère qu'il est infiniment vaste, historiquement, géographiquement. Voilà. Donc, Souad m'envoie ce texte, je le lis et je dois dire que je le reçois vraiment comme un texte littéraire et j'accroche, c'est-à-dire je me dis mais c'est un texte important parce qu'il a à la fois, enfin je sais pas, c'est un peu oxymore ça, mais il y a la brutalité de ce qu'elle raconte, c'est-à-dire la brutalité de ce qu'elle subit enfant, de ce qu'elle va subir aussi à l'adolescence, enfin des violences qui lui arrivent et que d'une certaine façon il y a ça dans ton texte aussi, c'est-à-dire que cette première violence augurale et puis la réaction de ta mère fait de toi quelqu'un qui va accepter la violence des autres d'une certaine façon, de se mettre dans cette position-là. Et en même temps, donc, il y a ça, la brutalité d'un texte très court, quand même, il est vraiment très court, et la forme que lui donne Souad, c'est-à-dire une écriture qui est assez proche de la poésie, c'est-à-dire qui dit, avec une économie de moyens, je veux dire, voilà, c'est pas long, mais l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que... Enfin, je ne vais pas arriver à dire ce qu'est l'essentiel, mais qu'est-ce que c'est que de se retrouver à cette place de stigmatiser d'une certaine façon par une violence et par une parole, c'est-à-dire voilà. Et là, je trouve que c'est, enfin, elle dit tout ça, Souad, et on reçoit le texte de cette façon-là. Alors ensuite, pour l'édition, c'est un tout petit texte quand même, c'est-à-dire qu'on le lit, on va le lire, on y reviendra, mais on va le lire en une demi-heure. Ça prend guère plus de temps que ça. Donc faire un livre avec un petit texte de 40 pages, c'est quand même compliqué. Donc on en parle avec Souad. Souad est quelqu'un aussi qui sait tisser les réseaux, qui sait mettre les gens en lien les uns avec les autres, occasionner des rencontres. Et elle a fait, enfin ce texte-là a fait l'objet d'un séminaire de traduction à l'Université de Lyon. Donc voilà, elle me dit, le texte, il a été traduit, il existe une version en anglais. On a un moment envisagé même de faire une édition trilingue, anglais, français, arabe. J'ai renoncé en me disant, mais l'anglais, enfin non, je voyais pas. Mais l'arabe, oui, c'était intéressant. C'était, enfin, en dehors du fait que c'est une petite gageure pour les éditions X, enfin voilà, il n'y a pas du tout d'arabophone chez nous, mais bon, ça c'était... Mais c'était aussi, il y a une partie de nos publications qui
on travaille, enfin on essaye de faire venir des textes de la Méditerranée, du Moyen-Orient. Et là, je me suis dit, oui, c'est un bel enjeu quand même. Donc voilà, de faire vraiment un livre qui ressemble à un livre, c'est-à-dire qu'il y ait une petite épaisseur quand même, et qui soit un objet qu'on puisse poser, qu'on puisse reprendre, pas un petit texte agrafé. Voilà, un vrai livre. Un vrai livre pour un texte qui, à mes yeux, est très important. Et les rencontres vont se poursuivre puisque vous allez rencontrer Selma Helal des éditions Barzac à Alger, qui va le découvrir, le lire et se dire telle une urgence, il nous le faut également en Algérie. Et c'est ainsi que il a été publié, édité en Algérie, donc par Barzac. Voilà, donc on peut comparer. Toujours la même forme, toujours en français. Toujours cette même forme. Et ce format voilà. qui est intéressant, puisque c'est un format, voilà, le livre tient dans une main, tient dans une poche. Là aussi, c'était quelque chose de souhaité, de réfléchi, ou au contraire, c'est parce que c'était dans le cadre d'une collection? Alors, pour moi, c'est une collection. C'est la petite X. Voilà, c'est la plus petite de nos collections qui accueille des textes comme ça, qui pour moi sont importants, qui peuvent être On a publié dans cette collection un texte de Pinar Selek, le premier d'elle qui ait jamais été publié en France, loin de chez moi, mais jusqu'où. C'est pareil, c'est un petit texte qui raconte l'exil extrêmement bien, qui ne peut pas rentrer dans un grand livre, enfin voilà, mais qui est un très beau texte. Pour moi, c'est vraiment un très beau cadeau que ce livre sorte actuellement, c'est jamais trop tard, en Algérie. Et je salue le travail de cette éditrice algérienne à Alger. C'est un défi parce qu'elle a sorti le bouquin après avoir acheté les droits et elle le distribue gratuitement. Et ça, moi, ça me laisse complètement admirative. Je sais la difficulté de publier des livres et de les diffuser, surtout en Algérie. Et je me suis dit, mais c'est super, j'ai l'impression d'être vraiment enfin soutenue, d'être ce que j'ai pas pu faire enfant, de parler, le fait d'avoir été soutenue par X et par Barzac. Donc, derrière, il y a deux personnes, il y a deux femmes, il y a cette volonté politique, parce que c'est une volonté politique. Moi, je n'ai peut-être pas eu qu'une volonté politique. Pour moi, le politique est servi par la littérature, en ce qui me concerne. Mais je suis vraiment très heureuse, profondément reconnaissante, et à Auristel et à Selma, que je salue au passage, de faire en sorte que ce petit objet existe, parce qu'il a fallu passer par lui donner une forme concrète, qui est actuellement un livre. Bien sûr que les éditions X répondent à une volonté politique, ou enfin bon, un désir d'inscrire des choses sur du papier dans les mémoires pour qu'elles restent au moins dans les étagères ou bien dans les bibliothèques ou voilà que ce soit. Mais c'est important que ça passe aussi par des formes pas esthétiques, mais qu'il y ait cet engagement de la littérature, qu'il y ait cet engagement du texte, de la forme qu'a le texte. Enfin, pour moi, c'est très très important. Par ce livre, il s'agit aussi de contribuer à la prise de conscience, parce qu'il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans le livre. Bon, d'abord, les faits. Vous racontez donc ce premier viol à l'âge de 9 ans, mais ensuite un autre viol un petit peu plus tard par le moniteur de piscine. Le harcèlement, vous racontez également le harcèlement de rue par un groupe d'adolescents. Vous racontez également comment le cousin Eliès va faire de vous sa poupée sexuelle avec sa petite sœur à lui, cousin qui deviendra par la suite islamiste, enrôlé au sein du GIA pendant la décennie noire, et vous allez apprendre que la maison dans laquelle il était réfugié a été explosée par l'armée, oui. Par l'armée, et voilà, et vous vous dites pas ça me soulage ou quoi que ce soit, mais vous vous dites, est-ce que pendant toutes ces années dont on sait que le viol a été une arme de guerre, il a contribué à violer des femmes durant cette période terrible pour l'Algérie? Et puis, vous racontez également comment votre mère, à la moindre occasion, va expliquer à l'entourage, aux parentes, aux cousines, aux tantes, que vous avez échappé au viol, que vous, à l'époque, vous considérez comme une couleur, cette fameuse couleur violet. À votre père, elle va dire « ta fille a suivi un homme, il a failli l'exploser, votre père va rougir et passer son chemin ». Parce que voilà, pour vous, c'est aussi aider à la prise de conscience et aider à la prise de parole. Oui, je pense que quand on a été victime de traumatismes, qu'ils soient sexuels ou autres, on n'a pas toujours
la facilité de l'exprimer, en tout cas avec les paroles. La preuve, moi, je ne sais pas trop en parler, parce qu'en parler, ça voudrait dire que les larmes vont arriver et que je peux m'effondrer. Mais j'ai pu m'effondrer en l'écrivant. Et c'est pour moi, ce travail, parce que ça a été très long pour moi de l'écrire, je l'ai senti comme une lenteur infernale. Après, je me suis dit, mais combien de temps j'ai mis pour l'écrire? Je l'ai écrit en pleine canicule à Toulouse. J'étais dans mon salon, il faisait chaud. J'essayais pour arriver à écrire, j'ai pris 2 ou 3 bières chaque fois, chaque après-midi, parce qu'il faisait chaud, mais parce que j'avais besoin aussi de faire un pas de côté par rapport à cette douleur. Mais chaque fois que je reprenais le texte pour le poursuivre, je m'effondrais. Et je me suis dit, Souad, ce que tu fais là, c'est pas pour toi, parce que ça te fait très mal. Par contre, tu fais une super économie pour ceux qui ne savent pas le faire. Donc, tu es en train de faire un travail de grande sœur, de sororité pour les garçons, les filles, pour tous ceux qui sont victimes de pédophilie, de harcèlement, de viol. Je sais la difficulté d'en parler, je sais. Même à des gens très proches, des fois des personnes très proches vous le reprochent après en disant « mais comment tu ne me l'as pas dit ?» Mais lis le livre et tu comprendras pourquoi je ne l'ai pas dit, c'est difficile. Si j'en parle, ça voudra dire que je vais m'effondrer. Et ça, c'est un travail que j'ai fait en écrivant. Et c'est pour ça que, pour moi, il s'agit de faire de l'économie de cet effondrement. Les personnes qui ne savent pas faire ça, Et d'ailleurs, pour raconter un peu ce qui s'est passé, c'est que je l'ai écrit environ 1 an avant MeToo. Je l'écris et arrivé à cette fin-là, je me dis, ça suffit, tu vas arrêter parce que sinon tu vas pas finir l'été, c'est très dur pour toi. Tu vas finir avec 50 kilos de plus, avec toutes les bières que tu bois, etc. Mais surtout, j'avais une tête comme ça. Chaque soir, j'osais pas, je voulais retrouver mes amis à Toulouse, mais je voulais pas sortir parce que j'avais une tête complètement défigurée, d'avoir pleuré. Et ces sanglots, je me suis dit, il faut à tout prix, maintenant j'ai fait ça, il faut que j'aille jusqu'au bout. Par contre, il ne faut pas que ça dépasse ça. C'est-à-dire, si je veux que ce texte soit efficace, il ne peut pas être noyé dans un travail d'écriture, dans un projet plus long, pour parler de la famille, de la grand-mère, etc. Et puis, je ne sais pas de combien de centaines d'anecdotes que je peux raconter, de ce que j'ai vu et entendu dans mon enfance, dans mon adolescence en Algérie. Et à un moment, je me suis dit, il faut que ça s'arrête, mais par contre, il faut que tu le finisses, là, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et puis, je ne sais pas quoi faire de ce texte, je me le dis, je le laisse dans l'ordinateur, on verra ce que j'en ferai plus tard. Et à aucun moment, j'ai osé plus tard y revenir, parce que je me suis dit, ah non, je vais pas revivre ça, c'est bon, je ne vais pas le relire. Il y a eu MeToo, et quand je vois les premiers témoignages de MeToo, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et alors, je vois que plein de gens disaient, en particulier des femmes, moi aussi, MeToo, balance ton porc. Puis au bout d'un moment, je comprends qu'il y avait un mouvement on se soutient les unes les autres, même si on n'a rien vécu. Et moi, je me suis dit, toi, tu as quelque chose à raconter là-dessus, il faut que tu participes à ce mouvement. Et je n'ai pas trop réfléchi, c'était un matin, et je mets juste le début du texte. Je raconte la première histoire, et là, il y a eu un raz-de-marée. Il y a eu un raz-de-marée de partage sur Facebook, et de gens qui m'ont encouragé, mais il faut à tout prix le publier. Puis des gens que je ne connaissais pas, des gens qui habituellement faisaient que passer sur ma page, ne mettaient rien, pas de post, pas de like, ni rien. Beaucoup de gens avaient réagi, beaucoup de gens avaient liké. Et puis je commence à recevoir des messages de personnes que je connaissais ou que je ne connaissais pas. Et ces personnes m'ont dit, nous savons de quoi vous parlez. Mais nous n'avons pas votre talent, nous n'avons pas votre possibilité. Et alors, pour moi, je veux raconter cette histoire parce que ces personnes sont tout à fait capables de raconter ça, je veux dire, d'un point de vue littéraire. Ça peut être des éditeurs, des éditrices, des hommes et des femmes, des fois plus âgés que moi. Et ça m'a fait très mal de savoir que des personnes plus âgées que moi étaient enfermées avec leurs secrets, avec des secrets aussi terrifiants, mais que moi, je ne savais pas quoi faire. Et à un certain moment, je me suis dit, bon, il va falloir le publier, mais là, je vais le retirer de Facebook. Parce que je ne veux pas qu'il continue à
Je ne veux pas qu'il continue à être diffusé de cette façon-là. Je voudrais pouvoir maîtriser les choses pour bien encadrer cet acte militant et politique. Et du coup, je l'ai retiré. Et quelques temps plus tard, je l'ai proposé à... Je voulais une maison d'édition féministe. Je ne voulais pas qu'il se perde dans une maison qui soit plus large. Je ne voulais pas qu'il soit dans une maison qui soit juste de militance, mais je voulais qu'il soit que ce soit un acte de féminisme. Et c'est pour ça que je l'ai envoyé à X. Et Auristel, vous avez tout de suite vu dans le texte une sororité dans la prose, dans la poésie? Oui, ça, enfin, je veux dire, c'est un texte qui se reçoit, c'est un texte qui vous travaille. Enfin, les petits extraits qui ont été lus là par Swann, par vous, je pense en témoignent assez bien. Et c'est aussi, pour revenir un petit peu sur ce que disait Swann tout à l'heure, c'est un texte qui, bien sûr, on peut le donner à quelqu'un si on ne trouve pas les mots. Enfin voilà, quelqu'un qui vous raconterait une expérience pareille. C'est une expérience aussi personnelle et infiniment douloureuse dans toutes ses dimensions personnelles, mais infiniment partagée, infiniment commune. Enfin, je veux dire, on le sait aujourd'hui. Je veux dire, il y a eu assez, effectivement, de paroles, de témoignages pour qu'on sache que ça a un nom qui s'appelle culture du viol, patriarcat, enfin voilà. Et donc, bien sûr qu'il y a cette dimension politique, parce que je pense aussi que non seulement on peut le faire lire à des adolescents, mais on peut aussi, quand on est adulte et qu'on l'a lu. Alors, je ne sais pas, toi, tu dis que tu ne pourrais pas, que tu es terrifiée à l'idée que quelqu'un, enfin, tu vois, un enfant, une personne très jeune vienne te dire ce qu'elle a subi, parce que ça te renverrait sans doute. Hein, mais quand même, ça a été écrit, c'est publié, c'est partagé aujourd'hui. Voilà, des gens en témoignent aussi, tu vois. Et moi, je pense que ça peut aider les adultes à parler, justement. Non seulement de tous leurs vilains secrets à eux, de tout ce qui les blesse eux, mais aussi de ce qui est sous nos yeux, enfin, ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc, en ce sens, bien sûr, c'était... Oui, parce que le viol, en dehors de la violence physique, palpable, le viol, moi, je le perçois comme une humiliation. Oui, c'est ça, j'allais le dire. C'est l'humiliation d'avoir été un objet. C'est ça, c'est ce que je dis dans le texte. C'est de se dire, moi, je suis, en fait... moi, ma petite personne, je suis vue en tant que physique qui peut servir. Donc, je suis un objet qu'on peut... et c'est très humiliant, c'est quelque chose de très humiliant. De recevoir une claque, juste de recevoir une claque, c'est pas la claque qui fait mal, mais là, on est dans une blessure narcissique qui est très difficile à dépasser. C'est peut-être ça aussi que ta mère ne supporte pas. Je veux dire, c'est très compliqué d'accepter ça. Moi, j'ai pas d'enfant, je sais pas, mais j'imagine que pour une mère, c'est horrible de dire à ta fille, oui, voilà ce qui t'est arrivé, c'est ça. Et du coup, quand on parle de la mère, comment vous avez grandi avec cette mémoire traumatique avec votre mère pendant toutes ces années? Vous aviez 9 ans, vous n'avez pas quitté le domicile familial à 9 ans. Comment se sont passées toutes ces années? Et puis même après, au fil de l'adolescence, au fil de l'âge adulte, quel a été le rapport avec votre mère? Est-ce qu'il a changé à l'aune de ce viol et de ces violences, de cette imposition du silence? D'abord, le viol, ça vous fait découvrir que vous avez un physique et qu'il est attractif, alors que vous ne comprenez pas pourquoi il est attractif, parce que d'abord, vous passez jusqu'à l'âge de 9 ans, le sexe, on ne sait pas trop ce que c'est, le sexe physique, je veux dire, l'endroit où on met la culotte. On sait juste qu'il ne faut pas le montrer, qu'on ne doit pas s'asseoir de n'importe quelle manière, c'est-à-dire on ne s'assied surtout pas les jambes écartées parce qu'on risque de voir ta culotte. Donc voilà, on grandit avec ça. Et puis, je découvre que moi, je n'ai pas grandi, je veux dire, avec la chouma. La honte, oui, pardon. La honte que tu aies subi ça. Parce que c'est honteux pour toi de l'avoir subi. Pas pour celui qui te l'a fait subir, mais toi de l'avoir subi. Mais moi, j'ai grandi avec un autre enjeu, qui est l'enjeu de la culture de ma petite famille, au niveau de chez nous. C'était que je n'étais pas suffisamment éveillée ou suffisamment intelligente pour comprendre que ce prédateur me voulait ça. Et c'est avec ça que j'ai dû composer toute ma vie, c'est dire, ça ne... D'abord, il a fallu composer avec le fait que je voulais oublier. Et donc, je l'ai oublié. Je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas effacé. Mais j'ai vécu parce qu'il fallait continuer à vivre. Par contre, les premiers temps, ma mère me l'a souvent, les premières semaines, à chaque occasion, ma mère en parlait devant moi en disant « cette idiote, elle a failli ». Et chaque fois, moi, j'étais dans ce « elle a failli », en me disant « elle n'a toujours pas compris que je l'ai vécu ». C'était ça le plus important pour moi. Ce qui a été le plus dur,
c'est d'être sans un adulte pour vous protéger pour la suite des événements, parce qu'il y a eu une suite des événements. Chaque fois que j'ai vécu à deux doigts d'être violée, ou que j'ai vécu des attouchements, je ne l'ai pas dit. C'est de vivre avec tous ces secrets qui a été compliqué et qui continue qui m'a structurée. Je suis Souad Labise, romancière, poétesse, traductrice, tout ce que vous voulez, mais j'ai été structurée avec ça. Et c'est toujours à partir de cet endroit-là, de cet angle-là, que je perçois les choses. J'ai des lunettes qui sont tout le temps dans... Moi, j'ai peut-être tendance à me dire que si on était plus dans le monde féministe, il y aurait moins de guerres, le monde va si mal parce que la moitié de la majorité des sociétés humaines sont broyées, parce qu'elles ne sont pas écoutées, parce qu'elles ne sont pas dans les ministères, parce qu'elles ne sont pas là pour dire « nous servons régulièrement d'objets de viol ». Voilà. Entre autres, hein, je ne vais pas plus loin dans mon analyse, mais je pourrais en parler pendant longtemps. Donc c'est surtout ça, c'est de me rendre compte que j'étais dans une famille où ma mère était extrêmement vindicative, qu'elle était féministe, mais pour me protéger, elle n'a pas su me protéger. C'était mais pourquoi tu es sortie? Mais pourquoi tu es sortie? Et hop, là, ça a été le clap de fin, c'est là, tu arrêtes de parler, parce que j'étais coupable. Donc on a toujours un moyen de vous culpabiliser, de vous dire que vous étiez pas bien habillé, que pourquoi vous avez parlé à cette personne, tu n'as pas vu qu'il était louche, pourquoi tu lui as parlé, etc. Voilà, donc il y a toujours une porte pour vous sortir du respect que vous avez pour vous-même en vous disant, voilà, la porte est ouverte, sors par là, c'est par là que tu as fauté. Auristel, vous avez été séduite aussi par ça, parce qu'il y avait la figure de la mère qui occupait une place centrale dans le récit. Séduite n'est peut-être pas le bon mot, disons très happée. Enfin, voilà, je crois que là, Souad, puis d'emblée, elle nous le dit, dit une des choses les plus difficiles qui soit, y compris, enfin, de la part de la petite fille qu'elle était alors, mais à entendre aussi pour les femmes adultes. C'est-à-dire que le déni, la violence du déni, l'impossibilité de réparer, de consoler, participe de cette culture du viol. Ça en fait partie. On est complice de ça si on n'y arrive pas, quoi. Et pour moi, là, c'est quand même très puissant ce que dit Souad. Ouais. C'est pas juste pour nous renvoyer à toute la culpabilité et tout ça, mais quand même, il faut entendre ce qui est dit là. On ne peut pas être complice, quoi. Il faut ouvrir les yeux, les bras, réparer. Souad, après ce récit, est-ce que vous avez parlé avec votre mère? Eh bien, je peux avoir l'air très audacieuse et très courageuse, c'est ce qu'on me renvoie souvent, je pense aussi que je le suis, mais je n'ai pas été capable d'en parler avec ma mère, et je pense que je n'ai pu écrire le texte que quand j'ai appris que ma mère n'allait rien comprendre, elle s'est donnée à Alzheimer, c'est ce que je dis souvent. Alzheimer a été plus fort qu'elle. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis donné peut-être, je pense, la possibilité d'écrire sur ça. Mais tant qu'elle était vivante, j'ai pas pu. Parce que c'était avouer que j'avais menti. Et je suis encore cette petite fille-là. Quand on a, en tout cas moi, avec ma personnalité, le fait de n'avoir pas été capable jusqu'à l'âge de 50 ans de dire à la famille, je l'ai dit un peu comme ça, de manière très vague à mes frères, pour qu'ils me parlent un peu différemment aussi, pour qu'ils comprennent que leur sœur avait vécu quelque chose de dur. Mais je sais que c'est dur pour eux de les entendre, parce que c'est dur de savoir que sa petite sœur, sa sœur, a subi cette violence-là, mais ils ne devinent pas le reste. Mais je pense que je suis encore... Dans ce livre, il y a une adulte qui parle à une enfant. Il y a la Souad qui a 51 ans, quand elle l'écrit, qui parle à la petite Souad qui n'est toujours pas remontée de la cave. Parce que c'est ça, tout l'enjeu de cette écriture, c'est un enjeu littéraire pour pouvoir donner justement cette possibilité de rendre ce texte audible et compréhensible, rentrer par la porte du ressenti. C'est le ressenti de ne pas pouvoir parler de ce qu'on a vécu, d'un traumatisme.
Est-ce que ces violences ont modifié votre rapport à l'Algérie? Nos identités sont multiples, vos identités sont multiples. Il y a la part algérienne qui est là. Est-ce que ça a modifié oui. votre rapport à l'Algérie, mais aussi vous avez vécu dans le Maghreb? Oui, c'est pas que ça a modifié, ça a complètement structuré. Je ne sais pas quelle aurait été la relation au pays. Je ne sais pas comment je l'aurais eu si je n'avais pas vécu ça, mais moi j'ai vécu ça, donc je suis incapable de... C'est pas modifié, ça m'a structuré. Parce qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu d'abord, il y a plein de choses que je n'ai pas racontées dans ce texte, des choses que j'ai vécues, et dont je sais que je connais des personnes qui ont vécu des choses similaires, des agressions sexuelles ou du harcèlement, et qui trouvent ça... oui, bon... C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Il y a des malades dans la rue. Mais moi, à un certain moment, je me suis vraiment imaginé que tous les hommes étaient comme ça. Et ça m'a gâté ma relation au pays. Parce que c'était dès que je sortais, j'ai tout fait pour passer inaperçu. Donc j'étais garçon manqué, donc j'étais en jean, basket, je n'étais pas particulièrement féminine. Je vais raconter quelque chose. J'avais 15-16 ans, non peut-être 16 ans, j'étais au lycée Omar Hassim, qui est un grand lycée de filles en plein centre-ville d'Alger, où j'ai vécu. Et au moment de rentrer au lycée, je vois avec mes camarades de classe et de lycée, on voit un individu, un mec, qui était avec un manteau, qui ouvrait et fermait son manteau, parce qu'en fait, il avait descendu son pantalon, et c'était un exhibitionniste. Donc moi, j'ai eu très peur, j'ai été terrifiée. Je rentre en classe, je ne sais plus d'ailleurs si je suis allée en classe ou je suis rentrée à la maison, et je raconte à ma mère ce que j'ai vu. Je lui dis, il y a un homme qui est venu, qui a fait ça. Elle me dit, comment? Elle me dit, je viens avec toi au lycée. Parce que peut-être qu'il y est encore. Il n'y était plus. Et elle va voir la directrice de l'école à l'époque, donc c'était les années 80. Elle lui raconte les faits. Et heureusement, la directrice savait qu'il y avait le père de 2 ou 3 filles qui étaient lycéennes avec nous, qui étaient commissaires de police. Et c'est comme ça que ça se passe en Algérie. Si on connaît un flic, c'est bien. C'est-à-dire, si on connaît quelqu'un qui va vous ouvrir des portes, on sera plus écouté. Elle passe un coup de fil, elle lui dit se passe ceci, cela. Le lendemain, il envoie des policiers et le mec est revenu et ils l'ont attrapé. Donc ça a été très rapide. Et on passe au jugement, donc il passe au tribunal. Grâce à ce policier qui m'a donc convoqué avec ma mère, et il me dit, est-ce que tu le reconnais? Je dis oui, j'avais pas peur, oui, c'est lui. Lui était très content. On a compris plus tard, ma mère m'aide à comprendre, elle dit heureusement qu'en fait il y avait ce commissaire-là dont les filles sont au lycée, c'est pour ça qu'il a fait le travail aussi vite et qu'il est allé jusqu'au bout. On passe au tribunal quelques temps plus tard, en huis clos, donc je perds toute une matinée avec ma mère, assise avec elle, et à l'époque on était obligé de porter ce qu'on appelait les tabliers, donc c'est des blouses que les lycéennes portaient, donc on avait toutes les mêmes blouses, pratiquement de la même couleur. Et j'étais allée, parce que je pensais que ça allait se passer vite, je suis allée avec cette blouse au tribunal, et avec mon cartable. Et j'avais vraiment pas le look d'une jeune fille qui est fière de sa féminité. J'étais allée j'avais quasiment le même type de cheveux, la même type de coupe, pas de bijoux, pas de maquillage. Mes copines de classe étaient la majorité était très féminine. Moi, la féminité ne m'intéressait pas. Moi, je voulais qu'on ne me voie pas. Donc, je vous raconte ça, vous allez comprendre les détails. Ce monsieur, au moment où il passe, sa femme était là. Sa femme avait essayé de faire pression pour que ma mère retire sa plainte. Donc, moi, j'étais mineure. Et donc, le tribunal décide qu'il a 6 mois avec sursis. Ils le disent, c'était tout un tribunal. Et ils parlent à ce moment-là à ma mère et lui disent « Et vous, madame, faites en sorte que votre fille se tienne bien. » Et ma mère est sortie de ses gonds. Elle leur a dit « Quoi? Mais qu'est-ce que vous me demandez là? Vous venez de... » Il a avoué qu'il a un problème, qu'il est suivi pour ce problème par un psychologue ou un psychiatre. Monsieur dit qu'il a l'habitude de faire ça.
Et vous avez vu ma fille? Moi, j'aimerais beaucoup avoir une fille qui soit plus féminine. Vous voyez comment elle est? Pourquoi est-ce que vous me demandez? Eh bien, à ce moment-là, les juges n'étaient pas contents, c'était des jeunes. Ils lui ont dit, madame, vous rajoutez un mot, et là, ça va être, je ne sais plus quelle était outrage. Voilà, outrage à magistrat. Elle lui a dit, ma mère était sortie de ses gants, elle lui a dit, vous me dites ça, je suis ancienne moujahida, j'ai fait en sorte que l'Algérie soit indépendante pour que des jeunes comme vous, pour que monsieur puisse sortir comme il veut. Donc vous venez me dire à moi, alors que lui, il vient de reconnaître. Vous avez vu comment elle est? Et moi, c'était une leçon de féminisme, une leçon de courage aussi. Ma mère était hors d'elle, mais j'ai vu aussi l'arbitraire de ces juges qui étaient là en train de dire à ma mère, taisez-vous. Ne nous dites pas, ne nous renvoyez pas cette image-là. C'est votre fille qui est responsable. Pourquoi l'exil s'est fait? Qu'est-ce qui a motivé l'exil? J'ai quitté l'Algérie en mars, le 8 mars 91, parce que j'avais à l'époque 25-26 ans. J'avais 26 ans. Et que c'était le tout... Ça faisait à peu près 2 ans, depuis 89, que nos rues étaient pleines de voiles. Donc les femmes se voilaient de plus en plus. Et les hommes étaient de plus en plus affublés de grosses barbes. C'était l'époque où on parlait des Afghans. C'était les jeunes hommes qui étaient revenus de la guerre d'Afghanistan et qu'on appelait les Afghans, qui avaient les yeux au khol. Et moi, j'ai eu vraiment l'impression que le pays était en train de s'enfoncer. Et j'avais très très peur que ça empire. Je n'imaginais pas une guerre civile. Je n'ai pas imaginé ce qui allait se passer, le gros drame. Mais j'ai vu à mon niveau que moi je me suis dit, moi où je vais prendre les armes, où je vais me mettre à sortir avec une hache, je vais devenir dingue, d'être entourée. Parce que la majorité de mes camarades de classe, de mes voisines, des amis, des collègues de ma mère, commençaient à porter le voile. Et donc, l'injonction du voile devenait un peu lourde. Mais surtout, c'était toutes les discussions, tout portait sur ce qui était halal et qui ne l'était pas. Et c'est une période, j'avais 26 ans, je me suis dit, mais moi, je vais devenir dingue à vivre dans ce pays, je ne veux pas rester là. J'ai eu une opportunité de partir en Tunisie et je suis partie. Mais je suis partie en sachant que je ne voulais plus revenir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis restée 12 ans en Tunisie, je suis devenue tunisienne, j'ai un passeport tunisien, je me revendique tunisienne. Plus tard, j'ai un peu aussi de nouveau fui la Tunisie parce que la Tunisie de Ben Ali était devenue absolument étouffante pour moi et pour la majorité des Tunisiens, je pense. Mais voilà, je pense que c'est compliqué de rester dans un endroit où les lieux portent toutes les mains qui ont essayé, portent le souvenir, les stigmates de toutes les mains qui ont essayé de vous attraper. Moi, j'ai vécu à Alger une adolescence où, pour un oui, pour un non, quelqu'un vous touchait les fesses, vous touchez les seins, et ça faisait mal, ça faisait mal. C'était humiliant. Parce qu'on était vu, on avait l'impression que... Moi, j'avais l'impression qu'on était vu que sous cet angle-là. C'est vrai, mais c'est quand même pas spécifiquement algérien. Absolument, vois, oui, voilà, bien sûr. Ça, mais moi, je l'ai vécu en Algérie, absolument, oui, bien sûr. Mais j'ai eu l'impression, à tort ou à raison, que je le voyais moins en Tunisie, je dis bien à tort ou à raison, et j'en profite pour dire qu'actuellement, depuis quelques semaines, il y a un mouvement en Tunisie qui est extraordinaire, qui est magnifique, qui s'appelle Enazada, MeToo, le mois aussi, qui est impressionnant par le nombre de témoignages, en anonyme généralement, et de dénonciations, mais surtout de témoignages de faits très graves d'agressions sexuelles vécues par des garçons et des filles, en particulier dans l'enfance, ceux qui sont venus en tout cas sur la page. Donc je fais un petit coucou aux militantes tunisiennes actuellement parce qu'elles font un travail mais vraiment formidable. Justement de veiller à ce que tous ces témoignages aillent le plus loin possible. Merci Souad Labise. En effet, vous aussi vous contribuez au MeToo, au Enazada. Merci à vous Ristel Bonis pour cet échange autour d'enjamber la flaque où se reflète l'enfer, dire le viol. À très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express sur Mediapart.